Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Les titres. L'installation des délégations spéciales était au centre des débats des assemblées ce samedi du Parti de l'Union des forces démocratiques de Guinée au Parti de l'Espoir pour le développement national. Tous appellent au respect de la loi en la matière envers les autorités. L'essentiel de ces différentes rencontres à suivre. Rajeunissement de la classe politique guinéenne, le leader du mouvement national, à notre tour, prend les choses en main. Accompagné de ses alliés, ils ont effectué ce samedi une marche blanche à Tombolia pour, disent-ils, donner le ton. Dans ce journal également, nous reviendrons sur les temps marquants de la phase poule de la CAN 2023, de l'élimination de grandes équipes auparavant championnes d'Afrique, notamment le Ghana, en passant par les équipes qualifiées de justesse pour les huitièmes de finale. Vous allez le comprendre. Dans la rubrique invité du journal, nous accueillerons sur plateau Maître Moussa Diallo, avocat, et nous livrera des prépositions sur la loi qui encadre le métier de journalisme en République de Guinée. C'est tout pour le sommaire. Installation des délégations spéciales au niveau des communes. Le sujet était à l'ordre du jour ce samedi à l'Assemblée générale de l'Union des forces démocratiques de Guinée. Les responsables de ce parti, dirigé par Cellou Dalein Diallo, ont déclaré leur opposition à la volonté des autorités de la transition. Salimatou Diallo. Farouchement opposé à la mise en place annoncée des délégations spéciales, Cellou Baldé est catégorique dans sa position. Le chargé des fédérations de l'UFDG de l'intérieur du pays déclara que jusqu'à preuve du contraire, les conseillers communaux actuels restent les seuls reconnus au regard de la loi. Moi, Cellou Baldé, je dis que les conseillers élus le 4 février 2018 et installés une année après restent et demeurent les seuls représentants légaux et légitimes du peuple de Guinée au niveau des collectivités locales. Parce que moi je suis légaliste, parce que notre parti républicain est légaliste, parce que les forces vives de Guinée sont légalistes, nous disons que ceux qui sont élus et dont la loi ne dit pas que si les mandats sont arrivés à terme, ce sont des délégations qui seront installées. Nous ne reconnaissons qu'en tant que représentants légitimes et légaux des populations au niveau des collectivités locales. C'est un autre coup d'État qui vient s'ajouter à celui du 5 septembre 2021, assure Cellou Baldé. C'est un second coup d'État qui est en train d'être perpétré par le CNRD au niveau de nos collectivités locales. La loi est très claire. Ce que nous demandons à tout le monde d'abord de comprendre, c'est que le code révisé des collectivités en République de Guinée, conformément à la charte de notre transition, c'est une loi qui est toujours en vigueur. C'est une loi qui court, qui produit son effet. Les collectivités sont organisées, sont administrées, fonctionnent sur la base de ce code révisé des collectivités locales. Et le principe sacré, le principe fondamental de la décentralisation, c'est la libre administration des collectivités. Au regard du Code des collectivités locales révisé en 2016, la dissolution des conseils communaux doit intervenir suite à une faute lourde reconnue par la justice, a rappelé Cellou Baldé, responsable de l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG. Le même sujet a été débattu au Parti de l'Espoir pour le développement national. Lansana Kouyaté a donné la position de sa formation politique sur la démarche des autorités visant à installer des délégations spéciales. Pour ce faire, l'ancien Premier ministre opte pour le respect de la loi en la matière. Mariam Boibari et Ansoubaï de Baldé. Dans sa communication, le président du Parti de l'Espoir pour le développement national, PDN, tient au respect de la loi concernant la mise en place des délégations spéciales. Lansana Kouyaté l'a déclaré devant ses militants ce samedi au siège de sa formation politique. La loi de 2017 dit quand un conseil communal est en faute au tiers, avec le tiers, il y a des fautes, et que l'État constate
ces fautes, reconnues par la justice comme telles, que la justice juge et trouve que c'est la faute, quelle que soit cette faute-là, qu'elle soit d'ordre financier ou de tout ordre, mais c'est une faute pour le pays, un danger donc pour les autres, la justice doit le déclarer à l'État et l'État doit de ce fait dissoudre le conseil communal pour mettre à la place une délégation spéciale. Selon Lansana Kouyaté, le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation a largement communiqué sur la volonté des autorités de mettre en place des délégations spéciales dans les communes. Pour lui, si la loi n'est pas respectée en la matière, il dira officiellement son opposition. Si ce que dit le ministère de l'Administration du territoire respecte ces lois, oui, le PDN respecte. Si ça ne respecte pas, le PDN est contre. Et avec le PDN, la CCE. Et avec la CCE, la coalition, la conférence des coalitions du dialogue et la fédération et les fêtières de la société civile. Aussi simple que ça. C'est une question de loi. Le code révisé des collectivités locales parle bien sûr de l'installation des délégations spéciales avec un mandat de 3 mois renouvelable une fois, a affirmé Lansana Kouyaté. Interrogé sur l'arrestation du secrétaire général du syndicat des professionnels de la presse de Guinée, Lansana Kouyaté n'a pas voulu trop commenter cette actualité. Suivez. Après le pouvoir judiciaire, dans toute démocratie, c'est le pouvoir, le 4e pouvoir, c'est le pouvoir de la presse. Je l'ai dit. Je vous ai dit ça à l'époque. Aujourd'hui que des gens sont arrêtés, c'est pas vous qui avez posé la question, mais c'est pas fini. Je vous dis là d'abord ce que je vous avais dit. Et je suis là-dessus jusqu'ici. Allez jusqu'aux arrestations, qu'est-ce qui a pu se passer? Pourquoi on a arrêté tel ou tel ou tel ou tel? Ce n'est pas par des bravades qu'on va... Il faut étudier le sujet pour savoir qui a fait quoi. S'ils ont été arrêtés, pourquoi ils ont été arrêtés? Tant que je ne le sais pas, ma position définitive, je ne vous la donnerai pas. Il faut que je sache. Moi, je suis en train de savoir. Aujourd'hui, il y a beaucoup en Guinée qui parlent des choses que nous réunissons toujours les preuves. Et on ne parle qu'en conséquence. Ceux qui ont été arrêtés, je ne les connais même pas. Qui a fait quoi, je ne sais pas. Mais je dis que s'il y a eu des choses probantes contre ces gens-là et que ça vaut arrestation, on verra tout ça. Mais il faut que j'appréhende le sujet. Politique, toujours rajeunir la classe politique guinéenne. Un jeune porte le combat. Son nom est Ibrahima Tenemba Koroma du mouvement national Notre Tour. Ce samedi matin à Tombolia, avec les jeunes alliés à sa cause, ils ont organisé une marche dite blanche pour donner le ton. Le mouvement, dont il est le coordinateur, promeut une nouvelle génération qui demeure, selon lui, une force indéniable pour une Guinée prospère. Amara Bangoura était sur leur pas. Ce n'est pas un hymne national, mais un slogan contre la vieille classe politique, toujours active dans la conquête du pouvoir. Derrière cette marche, baptisée Marche Blanche, se cache le message de rajeunir le paysage politique. Le contexte de transition que traverse la Guinée s'y est pour le mouvement pour qui la vieille classe politique a fait son temps. La jeunesse guinéenne est un potentiel inestimable pour l'avenir de notre pays. Elle doit à cet effet prendre toutes ses responsabilités politiques sur la chaîne politique nationale et se préparer à être en capacité de remplacer la génération sortante, qui a fait son temps et donné ce qu'elle pouvait donner. Cet idéal colle-t-il au statut d'une jeunesse manipulable à souhait? Le mouvement Notre Tour pense qu'elle est une force indéniable qui peut contribuer qualitativement au développement du pays. Pour cela, j'invite tous les jeunes de toute obédience politique
à éviter de céder à l'illusion de recourir aux manifestations violentes et destructives et destructrices comme mode d'expression de leurs revendications. Ce combat était dans les tuyaux, mais il voit le jour à un moment où la question ne promet pas une adhésion massive. Nombreux sont ceux qui pensent que c'est le suffrage du peuple et les projets de société qui devraient peser tant que cela restera protégé par les textes de loi. Ensemble pour le retour historique de la jeunesse. Place maintenant à la rubrique invité du journal. Nous avons avec nous sur ce plateau Maître Moussa Diallo, avocat. Bonsoir Maître, merci d'accepter notre invitation. Bonsoir Madame, c'est moi qui vous remercie. L'une des avancées législatives dont la Guinée peut se féliciter est l'adoption d'une loi sur la liberté de la presse qui vise à concrétiser le principe de la presse et plus largement la liberté d'expression. Si la loi de la presse, de la liberté de la presse, encadre le métier de journalisme en République de Guinée, la détention provisoire d'une personne poursuivie sur la base de la loi organique L/2010/02/CNT du 22 juin portant sur la liberté de la presse est-elle possible? Merci Madame, merci de me donner l'opportunité d'avoir à m'exprimer sur votre plateau autour d'une question aussi importante que cette loi 02 qui encadre la profession du journalisme chez nous. Alors, comme vous l'avez dit, c'est effectif que c'est une avancée de notre législation que, disons, d'adopter cette loi sur la liberté de la presse, lorsque l'on sait que d'abord la loi fondamentale, ensuite les différentes constitutions que nous avons connues ont toutes consacré cette liberté d'expression, dont l'élément fondamental, dira-t-on, reste quand même cette liberté de presse. Donc aujourd'hui, avoir une loi qui gouverne donc cette liberté de presse, on dira que c'est une avancée qu'il faut saluer, même si aujourd'hui la jouissance de cette loi connaît des effractions qu'il faut malheureusement en regretter, mais il n'en demeure pas moins que c'est une avancée. Alors, vous demandez si le fait que cette loi si cette loi qui encadre donc la profession de journalisme peut permettre la détention provisoire d'une personne poursuivie sur la base de cette même loi. Alors, vous allez me permettre de saluer d'abord la question telle que vous l'avez formulée, parce que il faut dire qu'il est un constat qu'il y a une sorte de nuance que notamment les professionnels des médias font souvent. C'est de croire que ce ne sont que les professionnels des médias qui sont concernés par cette loi. Donc je salue l'expression qui dit une personne poursuivie sur la base de la loi organique plutôt que de dire un journaliste poursuivi sur la base de la loi organique. Autant dire donc que, disons, l'observation de la loi 02 relative à la liberté de presse est fonction, disons, du moins utilisé dans la commission d'une infraction plutôt que de la personne qui commet l'infraction. Lorsque, par exemple, vous prenez l'article 98 de la loi 02, le législateur parle de tous ceux qui, donc, usent de moyens de presse pour commettre des infractions. Il ne dit pas le journaliste qui use. Donc, c'est pour vous dire que c'est une loi qui, disons, qui sanctionne le comportement fautif, mais commis par des moyens de presse. Alors, est-ce qu'il peut faire objet d'une détention provisoire? Je vous dirais oui, certes dans des conditions un peu, disons, exceptionnelles, mais c'est possible. Il faut, dans l'ensemble, retenir que la détention provisoire, elle est toujours une mesure exceptionnelle par laquelle le juge d'instruction prive une personne qu'il inculpe, d'accord, de sa liberté. Alors, exceptionnel parce que le principe reste la liberté. Donc, la détention, l'exception. Alors, pour ce qui est des infractions en matière de presse, la détention provisoire peut être ordonnée dans l'exception ou les exceptions que prévoit l'article 132 de cette loi. En fait, lorsque vous prenez l'article 132 de cette loi, elle dispose comme suit.
si l'inculpé est domicilié en Guinée, il ne pourra être préventivement arrêté, sauf dans les cas prévus aux articles 100, 101, 103, 104, 105 et 106 de la présente loi. Alors, lorsque nous prenons donc cette disposition de l'article 132 de la loi 02 portant sur la liberté de presse, il se dégage un principe et une exception. Le principe, c'est que l'inculpé pour une infraction commise par voie de presse, lorsqu'il réside en Guinée, il ne devrait en principe pas faire objet de détention provisoire. Donc, faudrait-il que l'intéressé soit domicilié en Guinée. L'exception, elle est double. Parce que si nous prenons cette disposition, les exceptions qui se dégagent, c'est quoi? On se demande alors la question de savoir si l'inculpé n'est pas domicilié en Guinée. Alors, si l'inculpé n'est pas domicilié en Guinée, il se comprend que l'intéressé peut faire objet de détention provisoire pour le seul fait qu'il ne réside pas en Guinée. La deuxième exception, c'est lorsque l'on se trouve d'accord face à la commission des infractions que prévoient les articles 100, 101, 103, 104, 105 et 106. Et ce sont des infractions généralement qui ont trait à la sûreté de l'État, qui ont trait par exemple aux offenses du président de la République et au chef de gouvernement, ainsi de suite. Donc, lorsque nous sommes face à de tels types d'infractions, celles donc prévues par ces dispositions-là, et bien entendu, l'inculpé par le journaliste, l'inculpé peut donc faire objet d'une détention provisoire. Et d'accord, est-ce qu'on peut parler d'insécurité juridique face à cette loi qui encadre la profession de journalisme? Bon, je ne parlerai pas d'insécurité juridique en tant que telle. Je parlerai plutôt d'une incompréhension de cette loi, notamment par les professionnels des médias. Par exemple, j'entends souvent dire par les professionnels des médias que les délits de presse sont dépénalisés. Ce qui n'est pas le cas. Parce que si nous prenons, dans un français, dira-t-on, facile, la dépénalisation, c'est le fait, par exemple, de retirer la peine dans la sanction à infliger à quelqu'un qui, par exemple, est reconnu coupable d'une infraction de presse. Alors que ce que le législateur a fait avec cette loi se rapportant à la liberté de presse, c'est par exemple retirer certaines catégories de peines. Lorsque, par exemple, vous prenez la diffamation et l'injure, qui sont des infractions prévues tant dans le code pénal que dans la loi 02 relative à la liberté de presse, ce ne sont pas les mêmes sanctions. Dans le code pénal, les infractions de diffamation et d'injure sont passibles de peine d'emprisonnement. Selon qu'elles concernent, par exemple, elles sont dirigées contre l'État, par exemple, ou certaines personnalités étatiques, ou qu'elles sont dirigées contre un individu. Alors, les mêmes infractions dans la loi 02 ne retiennent que la sanction retenue n'est que l'amende. Alors que dans le code pénal, on va vous dire que cette infraction est punie, par exemple, d'1 mois à 1 an d'emprisonnement et à une amende de tel montant ou à l'une de ces deux peines. Alors qu'au niveau de la loi 02, on vous parlera simplement de l'amende. Donc c'est pour vous dire que l'amende elle-même est une peine. Donc il n'y a pas de dépénalisation dès lors que la loi 02 prévoit une amende pour sanctionner, par exemple, ces infractions-là. Donc c'est une incompréhension. C'est également une incompréhension lorsque les professionnels des médias pensent plutôt que c'est une loi pour eux ou qui leur est simplement applicable. Alors que ce n'est pas une loi pour les journalistes ou qui n'est applicable qu'aux journalistes. C'est une loi qui est applicable à toute personne qui commettrait une infraction qui se trouve être prévue par la loi 02. Et cela, il y a l'article 98 de la loi 02 qui indique les moyens par lesquels on peut commettre des infractions pour que celles-ci soient, disons, dans le cadre des lois, disons, des délits de presse. Donc, moi, je parlerai plutôt d'une incompréhension, pas d'insécurité juridique. Maintenant, il est possible que l'esprit
que le journaliste a voulu de cette loi ne se traduisent pas telle qu'elle existe aujourd'hui. Et quand c'est comme ça, je pense qu'il reviendra aux journalistes guinéens de mener les démarches nécessaires à avoir la loi qu'ils souhaitent avoir. D'accord. Et est-il évident que les peines privatives de liberté sont prévues par la loi 02? Non, je n'en ai pas rencontré une disposition de la loi 02 qui dispose de façon textuelle, d'accord, d'une peine privative de liberté en tant que telle. Mais cela ne veut non plus pas dire qu'il ne serait pas possible qu'une personne qui a commis, disons, une infraction de presse écope d'une peine d'emprisonnement, donc d'une peine privative de liberté. Je vous donne un exemple. Quand vous prenez l'article 99 de la loi 02, elle dit ceci. Par l'un des moyens énoncés à l'article précédent, donc l'article 98, toute incitation au vol, au crime de meurtre, au pillage ou à l'un des crimes ou délits que punissent les articles 271 et 273 du Code pénal, ou à l'un des crimes et délits contre la sûreté de l'État, l'article 80 et suivant du Code pénal est puni d'une amende de 1 million à 5 millions de francs guinéens. Si l'incitation a été suivie des faits, les auteurs sont punis comme complices conformément aux dispositions du Code pénal. Cette dernière disposition est également applicable lorsque l'incitation aura été suivie d'une tentative de crime. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Dans la disposition textuelle, il n'y a pas de peine privative de liberté qui soit prévue par la loi 02. Cependant, lorsque, par exemple, l'on utilise les moyens de presse pour inciter à la commission d'une infraction et que cette incitation connaisse un suivi des faits, c'est-à-dire que l'infraction à la commission de laquelle incitation est faite est effectivement commise par un autre citoyen qui se trouve donc à être l'auteur, cette disposition prévoit alors que celui qui a incité est poursuivi comme le complice de l'auteur de l'infraction. Pour être plus simple, j'utilise votre micro pour inciter, par exemple, à aller piller, disons, une structure de l'État, ou j'incite à ce qu'on aille voler. À partir de l'appel que j'ai lancé depuis votre studio, quelqu'un va commettre le crime à la commission duquel j'ai fait appel. Celui-là, il ne commet pas une infraction de presse. Lui, il commet une infraction de droit commun. Ce qui donc l'expose aux peines que prévoit le Code pénal. Maintenant, les alinéas 2 et 3 de l'article 99 de la loi 02 disent que pour le fait que mon incitation ait été suivie des faits, moi je passe pour le complice de l'auteur de l'infraction. Et quand c'est comme ça, je suis puni comme complice et comme il est prévu par le Code pénal. Et le Code pénal prévoit que le complice, qui est donc celui-là qui apporte aide et assistance en toute connaissance de cause à la commission d'une infraction dont une autre personne est l'auteur principal, se trouve être puni de la même manière que l'auteur du crime. Donc, ça veut dire quoi? Que donc, si j'utilise le moyen de presse pour inciter à la commission d'une infraction, que cela est suivi des faits, donc on commet l'infraction à laquelle j'ai fait incitation, je suis puni, non pas en observation de la loi 02, mais en observation du Code pénal et en tant que complice. Donc, dans cette hypothèse-là, je peux bien connaître, d'accord, une peine privative de liberté, bien que j'ai usé des moyens de presse. Et d'accord, pour finir, que doit comprendre le journaliste vis-à-vis de cette loi? Bon, je pense que le journaliste doit comprendre que cette loi ne fait pas la protection qu'il se met à l'idée, en tout cas tel que moi je l'appréhende aujourd'hui. Donc, il va lui revenir de faire en sorte de bien maîtriser cette loi pour ne pas commettre des écarts. Et évidemment, s'il estime que cette loi telle qu'elle existe aujourd'hui trahit ce qui fait ses aspirations,
c'est de faire en sorte qu'on en vienne à une loi qui respecte beaucoup plus ces attentes-là. Merci, M. Diallo. Merci vraiment. Merci. Sur un autre plan, dans une ville aussi dense et fréquentée comme la Guinée, la réglementation du code de la route reste un phénomène très inquiétant pour la sécurité des usagers. Le respect des signalisations routières horizontales est complètement ignoré par la population, particulièrement les automobilistes. Conséquence, traverser certains endroits est devenu un véritable calvaire pour les piétons. C'est un constat signé par Mariama Boibari et Salimatou Diallo. À Yimbaya, tout comme dans de nombreux endroits fréquentés dans la capitale, le simple fait de traverser la route peut s'avérer très difficile. Le code de la route, comme les marquages au sol pour permettre aux piétons de traverser, sont complètement ignorés par les conducteurs d'engins roulants. Au contraire, au lieu de ralentir, certains filent à vive allure. Une situation que fustige Mama Djambari et Mayeni Souma. Oui, on a du mal à traverser. Des fois, il va falloir que l'intervention des policiers, sinon ce n'est pas du tout facile. Parce que les anciens n'acceptent pas que dès qu'on est un peu nombreux au niveau du territoire, les chauffeurs n'acceptent pas qu'on passe. Parce qu'ils n'acceptent pas de s'arrêter, quoi. Ils n'acceptent pas. Si on veut traverser ici, tu vas t'arrêter fatigué. Ils doivent laisser passer les piétons aussi. En guise de bonne volonté, Aboubakar Souma est parfois contraint de jouer le rôle d'un agent de police. Ce conducteur de taxi-moto est souvent obligé de laisser son travail pour porter main forte à ceux qui ont du mal à traverser. Il n'y a pas d'agent de police ici pour régulariser la circulation. Cela complique la situation à cet endroit, ce qui fait qu'il y a tout le temps des cas d'accident. Quand tu fais signe au conducteur de s'arrêter, il n'accepte pas. Les marquages au sol, il les ignore totalement. Dans les autres pays, les gens respectent ces signes et ralentissent quand ils aperçoivent des gens. Mais il n'y a pas ça ici. Du côté des usagers de la route, Ousmane Kamara, chauffeur de taxi, invite les autres conducteurs au respect de ces consignes. Nous, les conducteurs, devons nous arrêter pour permettre aux gens de passer. C'est des êtres humains. Ils ont aussi la priorité. Ils ne doivent pas avoir de problème pour traverser. Avec des formes et des couleurs différentes, la signalisation routière horizontale a pour fonction de guider les usagers sur la route. Mais à Conakry, beaucoup ignorent encore l'utilité de ces marquages au sol ou font semblant de ne pas les voir. Dans tous les cas, la violation de ce code de la route met la vie de nombreux citoyens en danger. Je vous l'annonçais au sommaire, l'Algérie, championne d'Afrique en 2019, la Tunisie et le Ghana, mondialistes, éliminés dès le premier tour de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Le Cameroun qui arrache son ticket de victoire, la Côte d'Ivoire qualifiée de justesse grâce au Maroc et la Guinée en huitième de finale. Cette phase de poule de la CAN 2023 nous a montré de fortes sensations. Suivez le résumé d'Hassan Diallo et Amadou Major Diallo. La phase de groupe a livré son verdict après les éliminatoires de l'Algérie et de la Tunisie. Le tableau des huitièmes de finale de la CAN offre deux belles affiches. Nigeria, Cameroun et Côte d'Ivoire, Sénégal. On ne s'attendait pas à assister à une phase de groupe de la CAN aussi riche en surprises et en rebondissements. Les deux dernières rencontres des groupes E et F ce mercredi ont vu l'élimination de la Tunisie qui avait battu les Bleus lors du dernier mondial. Incapables de remporter le moindre match, les Aigles de Carthage sortent par la petite porte. Tout comme un autre mondialiste, le Ghana et surtout l'Algérie, le vainqueur de l'édition 2019 éliminé au premier tour en 2022, termine dernier du groupe D. Un résultat qui a coûté la place de son sélectionneur Gamel Belmadi ce mercredi. L'ancien coach adjoint du PSG, Kassé, qui dirigeait la Côte d'Ivoire, n'a pas survécu à la lourde défaite face à la Guinée équatoriale 4-0 et a été lui aussi démis de ses fonctions ce mercredi. Au bord de l'élimination, le pays hôte s'est officiellement qualifié pour les huitièmes de finale à la faveur du succès des Marocains aux deux pans de la Zambie, 1-0. Le Maroc, premier pays africain à atteindre les demi-finales d'une Coupe du Monde en 2022 et le Sénégal, tenant du titre, ont fait la meilleure impression lors de ce premier tour et conservent leur statut de favori. Place désormais aux huitièmes de finale et au match
couperait. 16 équipes peuvent encore rêver à remporter cette Coupe d'Afrique des Nations 2024. Ces 8e de finale se dérouleront du samedi 27 jusqu'au mardi 30 janvier avec plusieurs affiches alléchantes. La première rencontre sera un choc entre deux cadors africains, le Cameroun, quintuple vainqueur 1984, 88, 2000, 2002, 2017 et miraculeux dans cette compétition après ses 2 buts inscrits en fin de match face à la Gambie 3-2, affrontera le Nigeria qui a remporté 3 CAN 1980, 94, 2013. L'autre choc de ces 8e de finale mettra aux prises lundi la Côte d'Ivoire, pays hôte au Sénégal, tenant du titre et seule équipe à avoir remporté ces 3 rencontres. De son côté, le Maroc partira favori face à l'Afrique du Sud qui s'est néanmoins révélé être un adversaire très coriace face à la Tunisie. Le Cap-Vert, sensation du premier tour en terminant premier du groupe B devant l'Égypte et le Ghana, pourrait poursuivre sa belle épopée face à la Mauritanie, auteur de son premier succès à la CAN face à l'Algérie 1-0. Les quarts de finale se joueront ensuite les 2 et 3 février. Les demi-finales se disputeront, elles, le 7 février et la finale se déroulera 4 jours plus tard au stade Alassane Ouattara à Abidjan. Enfin, la Guinée jouera ce dimanche contre une équipe impitoyable qui ravage tout sur son passage, mais bonne nouvelle pour Kaba Diawara qui va compter sur tous ces joueurs qui sont tous revenus pour le prochain match. Et puis, à 24 heures de la rencontre du Sili national et la Guinée équatoriale au compte des 8e de finale de la CAN 2023, le sélectionneur guinéen rassure que son équipe est prête pour le match. Kaba Diawara n'évite aucune équipe de la compétition. Au contraire, il prend toutes les équipes au même pied d'égalité. Il est au micro de nos envoyés spéciaux depuis la Côte d'Ivoire. Suivez. On a préparé comme d'habitude, on a fait des séances. Aujourd'hui, on peut plus forcément travailler sur le physique. Donc, on travaille la tactique. Donc, c'est plus ce qu'on a prévu de faire demain qu'on a insisté à travailler. Caractère historique pour le pays, mais après, on est des professionnels et on se doit de faire ce qu'il faut. Donc, bon, on l'a préparé. Après, demain, on joue. Une fois que le ballon il est tiré, peu importe la préparation, ce à quoi on fera attention, c'est le contenu de notre match et puis l'organisation qu'on mettra en place pour aller chercher cette qualification. À partir des 8e de finale, peu importe qui on prend, voilà, il y a 90 voire 120 voire les pénaltys pour aller chercher ce quart de finale. Donc, si vous dites qu'ils sont favoris, tant mieux. Nous, on se prépare et puis on essaiera de se qualifier tout simplement. Ainsi prend fin ce journal. À tous, merci de l'avoir suivi. Passez un agréable week-end. Au revoir.